Je commence avec vous, Catherine. Vous avez peut-être suivi ça en direct. Je ne sais pas aujourd'hui quel était votre emploi du temps, mais difficile de passer à côté. Est-ce que ça a autant réagi aux États-Unis et de quelle manière? Il y a vraiment deux camps, ceux qui disent Trump a eu raison et ceux qui disent c'est épouvantable ce que Trump a fait et Vance. Oui, effectivement, il y a deux camps, je pense, mais il y a un camp qui est assez large, qui a élu le président américain Donald Trump, qui en avait assez de l'aide étrangère à l'Ukraine et pensait que c'était trop, que c'était pas une guerre qui leur appartenait à eux. Vous vous souvenez au début de l'élection. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'appui aux États-Unis sur la question du financement ou non de l'Ukraine. Maintenant, ce qui s'est passé aujourd'hui est assez surréaliste et ce que les gens vont en retenir, parce que tout le monde n'est pas un spécialiste politique, là, mais ce que les Américains ici vont en retenir, c'est que le président a tenu tête à M. Zelensky concernant l'aide internationale et l'aide, pour financer la réponse à l'agression de la Russie et ce que les États-Unis pourraient recevoir en retour. Et dans ce cas-ci, c'était, aux toutes dernières informations, ce fonds conjoint pour exploiter les terres rares. Donc, au premier niveau, c'est là que les États-Unis ici, les familles le comprennent. Là. Bon, j'ai beaucoup d'autres choses à dire, là, mais on aura le temps. On va prendre le temps, ne vous inquiétez pas. Puis Azeb est avec nous. Mais Raphaël, on ne vous a pas entendu encore sur ce qui s'est passé dans le bureau ovale, vos premières réactions pendant que je crois que dès qu'il va parler... on va aller écouter Trump, on revient tout de suite. Thank you very much. So I just want to say we're going down to Florida. We have a big event tomorrow night. A big MAGA event, Make America Great Again. And it's setting records, and otherwise I'd rather be right now at the White House. But we're doing the big event tomorrow night. We had some big news this week, as you know, because Apple is investing $500 billion. Think of that. And that's going to be a lot. It's going to be a tremendous investment. I guess the biggest investment anybody's ever made in the country at one time. But they're going to be investing a lot of money, $500 billion. We have many other companies have just announced they're coming in. A lot of it's because of how we're doing. We've done a great turnaround in a little more than 30 days, but the country's really doing well, really doing well. We're respected again all over the world. If you look, we had the Japanese Prime Minister. We had the Prime Minister yesterday of UK, as you know. We had the Prime Minister of India. We have another 20 prime ministers and presidents wanting to come. And it's very good feeling. I think our country has really turned around. We had a meeting today, as you know, with President Zelensky, and I would say it didn't work out exactly great from his standpoint. I think he very much overplayed his hand. We're looking for peace. We're not looking for somebody that's going to sign up a strong power and then not make peace because they feel emboldened, and that's what I saw happening. I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war and play games. We want peace. And it was just my impression that if we do that, if we sign up, he's looking for something that I'm not looking for. He's looking to go on and fight. We're looking to end the death. 2,000 people died this week. Soldiers, more than that, but 2,000 approximately people died this week, young Ukrainians and Russians. And somebody would say, why do you care about Ukraine and Russian soldiers? I care about them. I care about everybody. And we're not doing that. Now, if we don't do anything, he's going to have to make peace, but he's dealing with a very weak set of cards. If we sign, he's dealing with a very strong set of cards, and then he doesn't want to make peace. So that's where we are. It's very simple. I'm not looking to get into anything protracted. I want immediate peace. President Putin is going to want to make, and he wants to end it. And you saw what I saw today. This is a man that wants to get us signed up and keep fighting, and we're not doing that, not for this country. So we're setting a lot of records. Economically, we're setting records, and I think every way we're setting records. One of the best is the right track, wrong track. You saw that. We're on the
right track for the first time in over 27 years. People are impressed with that. The other thing is the feeling about our country. The feeling is great. It's up 48% on feeling on business. Monsieur Zelensky a résumé, on s'excuse, mesdames et messieurs, la traduction pour une raison plus obscure n'était pas là, mais je vais vous résumer, c'est très simple, ceux qui n'ont pas compris l'anglais de M. Trump. D'abord, il a voulu changer de sujet au début, ça c'est très intéressant, puis je vais demander ensuite à mes panélistes de commenter. Il dit « Apple vient d'annoncer qu'ils vont réinvestir massivement aux États-Unis. J'ai reçu le premier ministre japonais pour parler d'économie, le pays va bien. » Il le sait bien que les Américains s'attendent à des bonnes nouvelles économiques, qu'il a été élu pour ça et que son majorité de son temps, il le passe à parler d'autres choses aux yeux des Américains. Donc, il a voulu dire, je m'occupe de ça en premier lieu. Et si je vais en Floride, c'est parce que j'ai un événement important, MAGA, Make America Great Again, et j'aurais pu rester à la Maison-Blanche. Mais sur Zelensky, il dit, il ne veut pas encore la paix. Poutine veut la paix, selon lui, et il veut encore 10 ans de guerre. Je retrouve Azeb, Wally Gorgis, Catherine Loubier, Raphaël Jacob. C'est intéressant, Catherine, ce que vous disiez, c'est qu'il veut montrer qu'il s'occupe de l'économie parce que ça, les gens disent, l'inflation, c'est pas réglé. Et on a l'impression que vous vous dispersez tellement, Raphaël Jacob, un mot là-dessus, et que vous parlez d'autres choses qui nous intéressent moins comme Américains. Ce qui était vrai sous M. Biden reste vrai sous M. Trump. Sondage après sondage le démontre. La priorité numéro 1 et de loin, c'est l'économie. C'est pas un hasard si le président a commencé ses remarques en parlant. Bon, sur Zelensky, Azeb, vous avez assisté à ça aux premières loges. Catherine, vous dites, ça peut parler aussi aux Américains en disant qu'il envoie le message qu'il veut finir ça vite. Raphaël, je voulais vous entendre là-dessus. Une scène... En tout cas, un échec de la diplomatie gigantesque, une scène qu'on n'a jamais vue, honnêtement. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Qu'il y a deux niveaux qui opèrent simultanément. D'un point de vue moral, d'un point de vue émotif, d'un point de vue humain jusqu'à un certain point, il y a une garantie assez facile à faire, et on la voit déjà, soit dit en passant, c'est que vous allez avoir du mur à mur dans les médias majeurs canadiens, européens et dans une certaine mesure américains de condamnation de M. Trump pour son comportement à l'endroit de M. Zelensky, parce qu'effectivement, comme vous venez de le mentionner, d'un point de vue de décorum, d'un point de vue diplomatique, on n'a jamais vu de nos vivants un dérapage aussi spectaculaire que ça. En même temps qu'il y a cet aspect plus émotif, plus humain, plus moral, où on peut le condamner et on peut prendre le parti pris de M. Zelensky, il y a aussi un niveau froidement rationnel. Comme analyste, mon travail, c'est d'essayer de mettre l'émotion de côté et parler en termes de lecture géostratégique. Et d'un point de vue géostratégique, M. Trump a dit au moins une chose qui était foncièrement vraie, même si cette vérité-là, elle est brutale pour bien des gens à entendre présentement, c'est qu'on n'a pas un rapport de force qui est d'égal à égal. Et lorsque vous êtes un petit État dans le système international qui dépend d'un beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant État, vous pouvez en faire fi, mais ça va être à vos risques et périls. Et ce n'est pas vrai que c'était sage de la part de M. Zelensky, comme M. Vance, soit dit en passant, l'a souligné dans le Bureau Oval plus tôt, de commencer à aller aux États-Unis pendant la campagne électorale à l'automne dernier et faire activement campagne pour la candidate adverse de M. Trump. Ça, c'était risqué. Et de le voir tenir tête à M. Trump et à M. Vance, président et vice-président des États-Unis, je vais être le premier à comprendre que ça va se mériter des applaudissements nourris de la part des partisans de l'Ukraine qui vont dire « Bravo, il a raison ». Je le comprends. Mais d'un point de vue stratégique, est-ce prudent, est-ce sage? C'est une toute autre question avec une toute autre réponse. Les partisans aussi, je pourrais ajouter, Raphaël, de la démocratie, parce que le président Macron et d'autres ont tous dit il faut se rappeler qu'ils se battent aussi pour la démocratie. Mais, Azeb, comment vous réagissez à ce que Raphaël vient de dire? C'est-à-dire que, stratégiquement, le fait que Trump veuille arrêter au plus vite la guerre, même si ce sont les termes de Poutine en majeure partie qu'il honorerait, mais qu'au moins la guerre finirait. Azeb.
Oui, comme le dit Raphaël, c'était émotif, cette discussion. Il n'y avait pas beaucoup de choses rationnelles. C'est vrai que le Volodymyr Zelensky est président de l'Ukraine. Ils dépendent quand même beaucoup de l'aide américaine. Donc, le fait qu'il ait parlé par-dessus Donald Trump ou par-dessus J.D. Vance, Donald Trump voulait un peu montrer aux Américains, vous savez, les contribuables américains ont financé cette guerre en Ukraine et regardez comment ils se comportent au bureau ovale. C'était un peu ça. Il essayait un peu de l'humilier en lui disant que sans les États-Unis, il ne serait rien. Donc, c'est sûr que les réactions sont extrêmement mitigées. Est-ce que Volodymyr Zelensky aurait dû rester peut-être humble à côté de Donald Trump parce que Donald Trump aime toujours ça? Peut-être l'écouter, aurait-il dû jouer une autre carte, si vous voulez, parce que il n'est pas en pouvoir. Il n'est pas en pouvoir de force, si vous voulez. Quand il est au bureau ovale, il est venu un peu demander des garanties de sécurité. C'était ça son objectif. Donald Trump, lui, il veut cette entente sur les minerais critiques. Mais Donald Trump a répété à plusieurs reprises, ça va être difficile de faire affaire avec vous. Il a vraiment critiqué son comportement. Il a dit qu'il était ingrat. J.D. Vance en a rajouté une couche. Mais J.D. Vance, depuis le début, il est contre le soutien financier des États-Unis à l'Ukraine. Donc, c'était pas une surprise vraiment. Mais J.D. Vance a dit, vous êtes ici, vous êtes en train de plaider aux Américains votre cause. Vous n'avez aucun respect. Vous n'avez jamais dit merci ici même dans cette réunion-là. Et puis, il lui a rappelé qu'au mois d'octobre, il était avec Kamala Harris. Je pense qu'ils sont allés visiter une usine de munitions en Pennsylvanie. Et il dit, vous avez fait campagne aux côtés de l'opposition, aux côtés des démocrates. Donc, vous devriez venir ici un peu beaucoup plus humblement. C'est un peu le message que J.D. Vance voulait lui donner. Et voilà. Et puis après, pendant 10 minutes, c'est parti vraiment... Ça s'est encore plus tendu, quoi. Mais Catherine, j'ajoute un élément, là. Est-ce que cette tendance de ne jamais critiquer Poutine, est-ce que ça, c'est quand même pas un peu dangereux dans le camp de M. Trump? Là, il y a quand même des voix fortes qui sont sorties aujourd'hui. L'agresseur, ça reste... Il y a des faits quand même. Oui, la loi du plus fort en géopolitique, Raphaël, mais de donner l'impression qu'on endosse Poutine, est-ce qu'il ne joue pas un jeu dangereux, Trump, Catherine? Oui, c'est certain, mais bon, il y a je pense qu'il parle à une certaine partie de sa base quand il fait ça et il choisit de le faire nommément, de ne pas répéter que ce n'est pas juste une guerre, c'est pas la guerre de l'Ukraine, c'est la guerre où la Russie a fait l'invasion d'un pays, une agression territoriale. C'est sûr que on ne peut pas réécrire l'histoire, c'est ça qui est arrivé et c'est ce que M. Zelensky a dit clairement aujourd'hui. Moi, ce qui me surprend aussi, pour avoir organisé beaucoup de ces rencontres avec des leaders, quand je travaillais moi-même pour un premier ministre, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Il faut remarquer aussi que c'est pas juste le président Trump et M. Zelensky. M. Vance avait une place dans la caméra, comme on dit, et il y avait un rôle à jouer. C'est presque... il s'est senti... Je ne sais pas, il y a des gens qui disent peut-être que c'était préparé. Il a voulu provoquer ça. Bon, je ne rentrerai pas dans les théories peut-être du genre, mais... Qu'en pensez-vous? Non, mais j'entends ça beaucoup autour de moi. Insulté. Mais il a été piqué peut-être par M. Zelensky, a été piqué par la sortie tout à coup de M. Vance qui a parlé de diplomatie et que la solution était la diplomatie, alors que son pays est en guerre et s'est fait agresser par un autre pays, ce qui contrevient complètement au sens du monde là, et aux règles du monde. Et donc, là, il est parti dans une explication et ça a un peu dégénéré. Mais je ne suis pas sûre que tout ce qu'on a vu aujourd'hui n'était pas... D'abord, ça sortait de l'ordinaire, là, que les trois soient là, que M. Vance ait pris la parole et qu'il ait voulu insister sur la diplomatie et provoquer d'une certaine manière, peut-être, une sortie de M. Zelensky pour aller rejoindre finalement le narratif de M. Trump qui a placé dans les dernières semaines à même le dire et dédire qu'il avait dit que c'était un dictateur. Là, il a dit c'est un dictateur et puis il y a quelques jours, il a dit « Ah, j'ai vraiment dit ça ». Et aussi, le narratif que tout le monde dit, c'est le narratif russe et finalement de mettre la pression sur l'Europe pour que l'Europe enfin se rende compte qu'elle doit renouveler son arsenal de guerre. Là. Donc, je regarde ça, puis je me dis, il y a des choses qui n'étaient pas habituelles aujourd'hui. C'est le cas de le dire. Dans la mise en scène, on va la garder, celle-là. Dans la mise en scène. On va la garder, celle-là. Raphaël, que veut Trump?
est-ce qu'il veut en finir au plus vite avec ce conflit-là en disant, regardez, là, faites la paix avec Poutine, puis moi, les garanties à long terme, j'en ai rien à cirer, faites la paix avec Poutine, qu'il y ait un cessez-le-feu, puis arrêtez de m'achaler avec ça, je ne veux plus m'occuper de ça, et c'est aux Européens, pour la suite des choses, de peut-être garantir une espèce de sécurité, mais il n'est pas question que l'Ukraine entre dans l'OTAN en passant, il le dit à plusieurs reprises. Alors, c'est ça qu'il veut, là. Il veut que ça arrête au plus vite, là. En un mot, la réponse est oui. Il y a la perspective américaine de M. Trump, la perspective ukrainienne, qu'on a expliquée plus tôt dans l'émission, c'est-à-dire que pour les Ukrainiens, évidemment, on se dit qu'on ne peut pas simplement avoir un cessez-le-feu, se désarmer, ne serait-ce qu'en partie, et ne pas avoir de garantie de la part d'un grand frère, que ce soit les Européens ou idéalement de la perspective ukrainienne, les Américains, parce qu'on craint une nouvelle agression russe. Il y a aussi la perspective russe là-dedans, qui est de dire que c'est pas simplement qu'on veut un cessez-le-feu le plus rapidement possible, comme M. Trump peut le souhaiter. C'est qu'on veut et on exige un cessez-le-feu sans garantie de sécurité européenne, encore pire, américaine de la perspective russe. Parce que ce qu'on dit, c'est que c'est ça qui a causé la guerre en premier lieu. On se sent de plus en plus encerclé, de plus en plus menacé par l'OTAN. Et si, évidemment, il y a présence militaire européenne, puis encore américaine, c'est retomber dans ce même cycle-là. Oui. Donc, vous voyez à quel point c'est un noyau qui est excessivement difficile duquel se sortir, parce qu'on a la même situation, mais qui est interprétée de façon totalement opposée de part et d'autre. Et soit dit en passant, pour ce qui est de la rapidité qui est souhaitée par M. Trump, on s'entend, je vais faire dans l'euphémisme aussi, un petit peu après Catherine, ça vient de se compliquer royalement. Et M. Trump, qui parlait pendant la campagne d'un règlement en 24 heures, dans les dernières heures, est en train de complètement changer son discours et de dire, bien, soit ça va se régler rapidement, ou peut-être que ça ne se réglera pas du tout. C'est beaucoup moins facile que ce qu'il escomptait clairement. Bon, alors, la suite des choses maintenant. Essayons de faire un peu de prospective. Est-ce que, remarque, ça change tellement d'un jour à l'autre. Azeb, je commence avec vous. Parce que pour se débarrasser de ce dossier-là, il faut qu'il se passe quelque chose, Azeb. Donc, il ne peut pas se tourner le dos, ne plus parler aux Ukrainiens, M. Trump. Oui, Volodymyr Zelensky, vous savez, il accorde une entrevue à Fox News. Elle n'a pas été annulée, donc à 18h, on va vraiment avoir ses impressions. Mais on a une bonne idée quand même, le message qu'il a envoyé sur X en disant qu'il remerciait les Américains de sa visite, qu'il remerciait également le président américain. Donc il a vraiment multiplié les remerciements là. Donc on sent qu'il y a peut-être une volonté de sa part de tourner cette page d'aujourd'hui. Donc c'est évident que c'est important pour Volodymyr Zelensky. Donald Trump, pour lui, c'est toujours une transactionnelle, tout ce qui se passe en Ukraine. Lui, il veut avoir accès aux minéraux rares, il veut avoir cette espèce d'entente. Ce qui est intéressant, c'est que ces minéraux-là se trouvent quand même dans un territoire disputé avec la Russie. Donc, qui aura le contrôle de ce territoire? Où se trouvent ces minéraux? Est-ce que c'est l'Ukraine? Est-ce que c'est la Russie? Ça va être intéressant de voir ça. Ce que je peux vous dire, c'est que cette semaine, Emmanuel Macron est venu, le Premier ministre britannique est venu également, et les deux ont dit vraiment qu'il fallait renforcer l'Europe, qu'il fallait que l'Europe dépende de moins en moins des États-Unis. Il l'a dit hier encore, Keir Starmer, il a dit qu'il faut que l'Europe step up, soit beaucoup plus forte, dépende un peu moins des États-Unis, et c'est ce que Donald Trump veut entendre finalement. Donald Trump, il veut vraiment ne plus jouer, c'est un peu ce qu'il dit, ne plus jouer aux gendarmes. Okay. Il veut la paix un peu partout, mais il dit pourquoi nous dépensons de l'argent en Ukraine, pourquoi nous dépensons autant d'argent, ce sont nos contribuables qui payent. Donc pour lui, c'est une logique également d'argent. Il n'y voit aucun intérêt, à part aujourd'hui les critiques, les minéraux critiques. Donc on va voir comment ça va se dérouler dans les prochains jours. Également, il y a cette rencontre qu'il doit avoir avec Vladimir Poutine. Aujourd'hui, Moscou a plutôt célébré ce qui s'est passé, de voir leur adversaire vraiment se faire, entre guillemets, gronder par l'administration Trump, ensuite de se faire renvoyer de la Maison-Blanche. Ça, c'est franchement quelque chose que Vladimir Poutine, certainement, n'imaginait pas que ça pouvait arriver à la Maison-Blanche. Et juste un dernier point, Volodymyr Zelensky, vous savez, quand il venait ici, quand c'était Joe Biden qui était président, c'était vraiment le tapis rouge. Il était acclamé par Joe Biden. C'était celui qui défendait la démocratie en Europe, qui se battait pour le monde entier, pour la démocratie. C'est vraiment ce symbole-là qu'il avait. Également au Congrès, il était tout le temps ovationné au Congrès. Donc on est vraiment, il y a une page qui se tourne et on a vraiment l'impression, Patrice, qu'on assiste là à un nouvel ordre mondial là, que Donald Trump est en train de créer là. Oui, tout va très vite. En terminant rapidement, Catherine et Raphaël, est-ce qu'à force de vouloir justement faire tout de suite, très vite, c'est pas inévitable qu'il y ait de gros dérapages? Quand on va trop vite,
ça glisse. Et ces choses-là sont complexes. Catherine, vous en avez organisé des rencontres. À force de vouloir boulier, puis oui, puis on règle ça, puis dit oui à Poutine, puis arrête de m'achaler. C'est ça qui arrive, là. C'est le bordel, Catherine. Oui, il n'y a pas eu la journée qu'il voulait. Là. Ça a dérapé, justement. Donc, je pense que ce n'est pas la fin de cette histoire-là, c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier, puis j'amène ce point-là, parce qu'ici, aux États-Unis, vous savez, cette histoire de 200 milliards de subventions au Canada et de 350 milliards qui seraient en fait un peu moins de 200 milliards qui auraient été donnés à l'Ukraine, ça colle, ça percole dans l'opinion publique. C'est incroyable. On l'entend ici. Hein? De toute évidence, ça fonctionne. Ça fonctionne dans sa base MAGA. Ça, c'est certain. Alors, de ce côté-là, ce n'est pas une si mauvaise journée pour Donald Trump aujourd'hui et ce n'est pas la fin de l'histoire. Raphaël, conclusion. Conclusion, c'est vrai que c'est pas la fin de l'histoire. La fin, s'il y en a une, est complètement imprévisible. On se parlait, vous et moi, Patrice, la semaine dernière, alors que M. Trump venait de traiter M. Zelensky de dictateur. Je vous disais, il faut faire attention, on a un type qui change de rhétorique comme il change de sous-vêtements. Une semaine plus tard, il nie essentiellement avoir tenu ces propos-là avant d'avoir eu les propos qu'il a eus aujourd'hui. Donc, comment prédire ce qui va se passer dans 48, 72 heures? C'est impossible. Et d'un point de vue politique intérieur pour M. Trump, je me rallie à Catherine là-dessus. Selon le dernier sondage Harvard-Harris, on demande aux Américains, là, c'est pas simplement la base de M. Trump, c'est l'ensemble de l'électorat américain, quelle serait, selon vous, la priorité ou devrait être la priorité pour ce qui est du conflit en Ukraine? Est-ce que c'est de faire en sorte que l'Ukraine gagne la guerre ou de faire en sorte qu'on négocie pour mettre fin à la guerre le plus rapidement possible? 72 des Américains se rangent dans la deuxième option. Donc, M. Trump ne sort pas perdant politiquement de cette journée-là, même si, sur le fond, ça a été catastrophique d'un point de vue diplomatique. Merci beaucoup à vous trois. Grosse journée. Merci. À très bientôt.